Ah, bonjour, cher ami, ma chère collègue, comment tu vas? Bien, merci et toi. Ça va? Heureuse de te Ben, revoir depuis tout ce plaisir, temps. plaisir partagé, assieds-toi. Merci. Comment ça va? Mais très bien, merci et toi. Sans toi, c'est un peu plus compliqué, mais on s'adapte. C'est Et qu'on gentil. espère en tout cas que Ben, tu nous moi, feras ce plaisir de retourner, nous donner des conseils et nous propulser. absolument. Oui, non, ben, écoute, c'est un vrai plaisir, un réel plaisir de te retrouver. C'est vrai que ça fait un moment où on ne s'est pas vu, parce que la vie ici-bas est ainsi faite, avec des allers-retours, des hauts, des bas. Tout à fait. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes là, toujours fidèles au combat que nous avons hérité de nos ancêtres. D'accord. Donc en fait, je suis venue te voir aussi aujourd'hui, ce député, pour un sujet en fait qui m'est à cœur, un sujet aussi qui pourrait intéresser beaucoup de ma génération, à savoir les rivalités Soroda-Serlama. Ah, vaste sujet. Exactement. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse réellement, donc c'est sûr qu'on aura la partie historique, mais aujourd'hui, en fait, savoir ces rivalités-là, est-ce qu'elles existent toujours aujourd'hui, notre génération à nous, élus, ou bien en fait, ce sont des rivalités qui, c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose. Je ne sais pas si elles existent aujourd'hui. Une chose est certaine, c'est que nous avons encore parmi nous, dans la population de Mayotte, des gens qui, malgré tout ce qu'ils voient autour de nous, n'ont pas compris qu'effectivement, les indépendances de drapeau, c'est-à-dire de ces petits pays où tout le monde connaît tout le monde, ne peuvent pas marcher. Pour que une indépendance marche, encore faut-il qu'il y ait un État. Et pour qu'il y ait un État, encore faut-il qu'il y ait également une nation. C'est-à-dire des concepts sans doute juridiques, mais importants. Et ces concepts-là, ce sont ces concepts-là qui ont construit les nations et les pays dans le monde. Vous ne pouvez pas concevoir un projet politique et un destin politique commun quand vous n'avez rien en partage. Et pour ma part, je considère que les Mahorais ont fait un excellent choix à l'époque de demeurer français pour être libres. Quand vous regardez, on a eu récemment la conférence de Bakou, la conférence de Mayotte à Bakou. C'est-à-dire qu'on a payé des billets, bien sûr, à des Comoriens, que des Comoriens puissent y aller, pourquoi pas, verser la haine contre les Mahorais, pourquoi pas, mais que des Mahorais puissent participer, c'est étonnant. Et souvent, vous avez vu, parmi les gens qui étaient, il y avait sans doute des gens qui, à l'époque, ont été desserrés la main, mais vous avez aussi des gens qui étaient des Sorodas et qui se revendiquent comme tels pour dire, moi je suis le neveu ou l'arrière-petit-fils ce matin de Madame Zenambere. On ne se rend même pas compte de la gravité de l'acte et de l'atteinte qu'on peut porter à l'image et à la considération d'une icône comme Madame Zenambere. Donc, je considère pour ma part qu'il y a des nostalgiques qui n'ont pas encore compris que le choix qui a été fait était le bon choix. Autrement, comment expliquer que en face, les gens continuent d'arriver, il n'y a pas d'enfance. Vous avez des gens qui viennent des Comores, bien évidemment. Vous avez des gens qui viennent des Grands Lacs, vous avez des gens qui viennent de Madagascar, vous avez des gens qui viennent de le Sri Lanka pour aller à Mayotte, pour aller chercher quoi? La liberté. C'est-à-dire c'est que fut le combat de nos anciens. Et donc, c'est tout ça. Alors, il faut rester vigilant. D'accord. Mais en fait, la question, c'est comment on peut s'identifier Soroda-Serlama? Parce que je me souviens, moi, mes parents me racontaient que Soroda, c'était égal à un pro-français, MDM, MPM, et puis Serlama, en fait, c'était les pro-comoriens. En gros, RPR, aujourd'hui LR. Donc, est-ce que c'est une vérité? À travers cette question, en fait, on me demandait de vous dire quels sont les conflits qu'on a pu avoir, les origines du RPR, et ainsi de suite. Il faut savoir que Serelame et Soroda, c'était des partis politiques qui se sont affrontés entre, on va dire, 1958 et 1975, globalement. Les Serelame étaient ceux qui étaient favorables à Mayotte comorienne, à l'indépendance. Pourquoi Serelame? Parce que lors de la campagne électorale, leur cible, c'était deux poignées, des gens qui se donnent la main
D'accord. Donc on a dit les serrer la main, parce qu'ils se serraient la main. Mm. Les Sorodas, c'était ceux qui étaient avec Madame Zanandere et qui militaient pour Mayotte française. À titre personnel, moi qui pendant longtemps j'ai été le responsable de RPR ici, du RMPR avant, puis du RPR, je suis un forcené de Mayotte française. Je l'ai hérité de mes parents. Mes aïeuls l'ont été, mes grands-parents, mon père était un lieutenant de mercenaires. Jamais mercenaires ne pouvait aller à Paris sans aller demander les prières avec mon père et avec le père Idarou Sassada, et ainsi de suite. Donc moi, je suis un pur produit de Mayotte française. Seulement, lorsque nous nous sommes battus en 1975 et que Mayotte est restée française, est venue la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Et nous avions à l'époque, moi j'avais un cousin à la personne de Péasonam Badjidé Sharif, qui lui était plus que profondément pro-français. Et il considérait, à tort ou à raison, mais il considérait que nos dirigeants de l'époque, après avoir réussi à nous séparer de comment, ne souhaitaient pas aller au-delà et voulaient rester une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer. Et donc, il a demandé à créer le RMPR, qui était en fait une émanation du RPR. Et pourquoi le RMPR? Parce que tout simplement, lorsque nous nous sommes séparés, donc en 1976, c'est acté, Mayotte est une collectivité territoriale de la République française, on doit organiser les élections locales, notamment les départements, les élections au Conseil général, à les communes, et ainsi de suite. Et puis les élections législatives partielles. Et donc, il y a des candidatures et vient nous voir quelqu'un qui s'appelle, paix à son nom, Frédéric Gabriel. Frédéric Gabriel, c'est quelqu'un qui est un ancien député de Saint-Péry-Niclot, qui, à l'Assemblée, a été parmi les fervents défenseurs des maîtres françaises. Il vient nous expliquer, vrai ou faux, on n'en sait rien, mais il vient nous expliquer, à Sada, que lorsqu'il a mené le combat pour Mayotte française, nos dirigeants de l'époque lui avaient fait la promesse qu'une fois que Mayotte serait restée française, il le désignerait comme député. Et donc, nous sommes en 1977, il y a une élection partielle qui se joue, et donc Frédéric Gabriel vient demander à être élu comme député. Il n'est pas soutenu par le MPM, il nous dit, bon, moi je vais rentrer, mais sachez une chose, à Paris, il n'y a qu'un seul parti qui soutient Mayotte française. Ce parti s'appelle le RPR. Moi, je vous conseille de construire le RPR, vous ne pouvez pas l'appeler immédiatement RPR, faites d'abord un rassemblement maoré pour la République, donc RMPR, et puis après, avec le temps, vous demanderez à être complètement intégré. C'est comme ça comment s'est créé le RPR. Voyez-vous, ça a commencé à Sada, avec des jeunes de Sada, qui étaient en rupture avec le MPR, mais qui sont tous des enfants des Soroda, et qui ne demandaient rien d'autre que la départementalisation. Mais la politique a ses lois que les lois de la nature ne comprennent pas toujours. Et pour les combattre, il faut les coller l'étiquette de serrer la main. Mais il y avait aussi, de manière objective, une raison à ça. Non pas que les dirigeants qui étaient là étaient des serrer la main, mais nous avons décidé, et moi j'étais le champ de ça, considérer qu'à partir du moment où nous avons gagné, et moi je regardais ce que j'avais appris dans l'histoire avec l'ère Meiji au Japon, que pour redresser la situation, il fallait faire appel à l'ensemble des compétences. Donc moi je disais, à partir du moment où nous avons gagné, nous, Soroda, nous avons gagné. Or, les serrer-la-main sont souvent les gens qui ont été à l'école. Ce sont les enseignants, ce sont les administrateurs, Nous, les Soroda, on était des gens qui, assez souvent, mis à part nos élus, on n'avait pas fait beaucoup d'études. Rassemblons tout le monde et construisons. Je trouve que, naturellement, un discours comme ça n'était pas vu. Vous savez, dans le sang chaud qui coulait, il fallait absolument éviter cette réconciliation à ce moment-là. Et donc, on a eu beaucoup de serrer la main, qui étaient serrés la main, mais qui ont trouvé l'occasion de pouvoir participer à la vie publique et qui sont venus chez nous. Mais plus insidieusement, je voulais dire. On a eu des gens qui étaient des serrés la main, qui ont fait carrière au MP. Parce que
ils ont quitté leur poste de serrer la main, ce qu'on appelle le PRDM à l'époque. Ils ont intégré le NPM. Ils étaient, par la magie de leur adhésion au NPM, étaient devenus des Sorodas. Et que les mêmes qui, par la magie des machins, ils étaient allés au RMPR, ils étaient restés serrer la main, et du coup, le RMPR était parti serrer la main. Donc, voilà les réalités, mais au fond, le RPR était un parti profondément français. Il était dirigé par Tadjidine Sharif, qui a son âme, un homme exceptionnel en termes d'engagement en faveur de la France. Il était présidé également par Abdelaziz, un ancien adjudant-chef de l'armée française, qui s'était marié à une Française et qui était profondément français. Et ainsi de suite, tous les dirigeants, ceux qui ont dirigé l'armée française, c'était des très grands Sorodas et contre lesquels on ne pouvait rien. Mais le fait de dire celui-là c'est un voleur sans me montrer, vous pouvez rester un voleur. Voilà la réalité. Et donc moi je le dis avec force, je n'ai jamais été serré la main et je ne m'étais jamais associé à un parti serré la main, c'est-à-dire contre l'armée française. J'ai toujours été du côté de la France parce que c'est une conviction que j'ai héritée de mes parents. Donc c'est une fausse idée qui a été véhiculée de dire que le RPR s'est vraiment identifié au serre-la-main. Donc là, c'était une vérité qu'il fallait absolument éclaircir parce que ma génération, et même je pense les plus jeunes là, c'est RPR est égal à serre-la-main. Non. Donc c'était important en fait d'avoir cet éclaircissement. Le RPR a beaucoup apporté dans le combat de maître française. Beaucoup. Souvent, les gens ici, on dit, et ils ont raison, de considérer que si Maïté est devenu département, c'est grâce ou à cause des actions de Marcel, Bamana, tout ça. Je dirais c'est vrai, mais pas que. La vérité aussi veut dire que lorsque Maïté est devenu département, c'est-à-dire en 2009, Marcel n'était plus en responsabilité, Bamana n'était plus en responsabilité, Abdallah Omadi n'était même plus de ce monde, et ainsi de suite. Ce sont les jeunes qui sont arrivés, et notamment les jeunes du RPR. En 1976, Jacques Chirac, président de la République, nouvellement élu en 1975, arrive à La Réunion. Il décide de recevoir tous les élus de Mayotte, les principaux élus. Parmi ces élus-là, il y a Mansour Kamardine, j'étais conseiller général, sans plus, mais j'étais aussi le patron du RPR. Jacques Chirac nous reçoit à La Réunion. Il y avait Marcel Henry, Bamana, Adrien Giraud, Henri Jean-Baptiste, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Puis moi-même, je pense que c'était tout, globalement. Il nous reçoit à la préfecture de La Réunion. Et il nous dit, et c'était la deuxième fois qu'il nous le disait, parce qu'il nous avait dit ça déjà en 1986, 19 octobre 1986, quand il est venu à Mayotte. Il nous dit, vous êtes français et nous sommes fiers que vous soyez français. Mais nous ne pouvons pas vous faire un département compte tenu des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et de votre statut personnel. Vous ne pouvez pas être département si vous n'avez pas l'égalité familiale, si vous avez les droits qui sont régis par les cadis, ainsi de suite. La polygamie, tout ça, la répudiation. Ces principes-là, qui sont des principes qui vous sont profonds, sont incompatibles avec une départementalisation. On sort de là. Moi, je décide d'aller faire un tour à Mayotte pour expliquer cette situation. Si nous voulons être département, il faut que nous sachions qu'il n'y aura plus de polygamie, il n'y aura plus de répudiation, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça, plus ça. C'est ça ce que ça veut dire. Le sénateur, personnel, me fait venir. Il a demandé à me voir. J'ai dit, monsieur le sénateur, par respect, c'est moi qui viens vous voir. Je suis allé le voir à Dzaoudzi, dans ses bureaux à Dzaoudzi. Il me dit, je te vois faire le tour de Mayotte. Je vous vois, il me voyait toujours faire le tour de Mayotte. Je ne comprends pas pourquoi. Je lui dis, c'est pour aller expliquer et de requérir l'avis des Mahorais pour savoir si vraiment ils se souviennent de la départementalisation. Il me dit, moi je n'ai pas, et je lui dis que c'était à la suite des échanges que nous avons eus avec le président Chirac. Il me dit, je n'ai pas eu le besoin d'aller demander l'avis des Mahorais parce qu'ils me l'ont donné en 1959 et depuis ils ne me l'ont pas retiré. Je lui dis, je vous comprends, monsieur le sénateur, vous avez raison. Mais moi, en 1959, en 1958, je n'étais pas né. Et donc, je n'ai pas reçu ce mandat, donc je vais le chercher. Et donc, on a fait le tour, et après, on a fait la départementale. Donc, c'est moi, alors que depuis 1979, il y avait un député qui s'appelle Doufiag, Jacques Doufiag,
qui avait dit aux Mahorais, nous ne pouvons pas vous faire département parce que vous avez vos règles spécifiques liées au Coran, au minage, ainsi de suite, à la polygamie, vous ne pouvez pas. Donc moi, à la faveur de mon élection en 2002, je décide de tordre le cou à cet argument et je décide de faire voter à l'Assemblée un texte, donc un amendement pour dire qu'il n'y aura plus de polygamie, qu'il y aura toujours, ainsi de suite. Je reforme que le Cadi ne rendra plus les décisions, et ainsi de suite. Vous avez vu, je crois que vous remarquez cette époque, vous avez vu toute la charge de cavalerie dont j'étais l'objet. J'ai tenu bon, aujourd'hui nous sommes département, et j'en suis fier. Et donc on ne peut pas, moi, faire le procès de serrer la main, tout comme on ne peut pas le faire à des gens comme Abdel Chanfi, à des gens comme Abdel Azizi, Tajid Sharif, Mustafa Mohamed et bien d'autres, qui se sont tous engagés. Je parle également au président Sobadine, des gens qui se sont engagés avec moi, autour de moi, et avec lesquels nous nous sommes battus quand on a fait l'accord du 27 janvier 2000. Il fallait voir les combats que nous avons menés sur la table. Quand les autres ont accepté d'aller discuter alors que nous nous étions contre. Et qu'on a compris que si on ne réagit pas, qu'on ne participe pas, on décidera à notre place. J'ai demandé à mes amis d'accepter d'aller à cette bataille et de leur fixer une ligne. Je leur ai dit, c'est quoi la départementalisation? La départementalisation, c'est une organisation administrative avec un préfet à la tête du département, un président du conseil général, un conseil général, des communes, ainsi de suite. Donc il faut, si nous voulons mettre le département, il faut que nous ayons cette organisation. Et puis le deuxième, c'est le régime législatif. Vous savez, au Outre-mer, il y a deux régimes législatifs qui s'appliquent. Le régime dit de l'assimilation, qui est le régime des départements, et le régime de l'adaptation et de l'extension, qui est le régime des territoires d'outre-mer. Jusqu'ici, Mayotte avait le régime législatif de celui de l'extension et de l'adaptation, c'est-à-dire le régime des TOM, des territoires d'outre-mer. À l'occasion de ces débats sur le Katiba de 2000, 27 janvier 2000, j'ai imposé, au nom du RPR, j'ai imposé la règle de l'assimilation. Et à partir de là, avant la lettre, nous avions gagné, par la pratique la départementalisation. Les deux éléments constitutifs de la départementalisation étaient réunis, l'organisation administrative, le régime législatif. Après, c'est devenu une cuisine interne pour faire en sorte pour évoluer. Et j'étais fier qu'en 2009, nous avons, le président Sarkozy a accepté de nous consulter. Une chose également qui n'est pas toujours connue, il faut savoir qu'en 2007, je suis député. Et au mois de mars, au mois d'avril, il va y avoir les élections présidentielles 2007. Je reçois dans mon bureau le conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère à Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Il vient me voir, me dit que Nicolas Sarkozy ne peut pas aller à Mayotte, son agenda ne le permet pas. Il m'a demandé de venir vous voir pour rédiger une lettre aux Mahorais dans laquelle les Mahorais se retrouveront. Donc il m'a demandé de venir vous voir pour que vous puissiez me dire ce qu'on doit mettre. Réalisez cette lettre du 13 mars 2007. Qu'est-ce qu'on dit? On va vous consulter, on va faire l'université, on va faire l'hôpital, on va faire un certain nombre de choses. C'est cette lettre-là qui a servi de feuille de route au président de la République. C'est cette feuille de route-là, c'est cette feuille-là, cette lettre-là qui a permis la consultation. Et donc, nous avons pris toute notre part. Les gens ne le savent pas parce que nous sommes encore vivants. Je suis persuadé que demain, quand je partirai, les gens reprendront tout ça et se diront effectivement, ce garçon a aussi apporté toute sa contribution à l'édification de Mayotte française et Mayotte département. Donc non, je vous mets à l'aise, chers collègues, je n'ai jamais, ni de près ni de loin, touché à l'indépendance. En revanche, j'ai tout fait pour que nos anciens serrés la main trouvent leur place dans la société mahoraise. Tout, parce que c'est une conviction. Nous ne construirons pas Mayotte, comment dirais-je, une partie contre une autre. Nous construirons Mayotte tous ensemble. Et je considère que la démocratie, c'est ça. La majorité décide. Mais ce n'est pas parce qu'elle décide qu'elle a forcément raison. Non, elle décide parce qu'elle est la majorité. Et donc, je considère qu'elle est serrée la main. Pour moi, ce ne sont pas des ennemis de Mayotte. Ce sont des gens qui ont une vision, mais une vision que je ne partage pas parce que je considère que leur vision est contraire à l'intérêt de Mayotte. Et je suis fier aujourd'hui d'appartenir toujours à cette vision de Mayotte française parce que, encore une fois, quand je regarde, une raison simple. Pourquoi les autres viennent ici? Pour nos beaux yeux?
Non, c'est parce qu'ils ont échoué leur indépendance. Et parce que nous avons réussi. J'ai eu l'occasion, dans une réplique à Moroni, de dire à un ancien Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, gardez vos conseils pour vous, parce que vous avez échoué. C'est à nous qui avons réussi de vous donner les conseils, donc maintenant vous allez écouter mes conseils. Et c'est ça comment moi je vois la marche démocratique des choses. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, donc, le moment de ces rivalités-là, qu'il y ait quand même des Comoriens qui peuvent se considérer comme des Sorodas? Et bien sûr. En fait, il faut savoir encore une fois, la notion de Soroda et de Serlamais, ce n'était pas lié à l'origine des populations. On avait des Anjouanais qui étaient Sorodas, ils y sont encore d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont été, là aussi, victimes de leur engagement pour l'Empire française, en ce sens que lorsque les Comores sont partis à l'indépendance, je fais une petite parenthèse, il y a des gens aux Comores qui considèrent que la France avait fait tout un plan pour garder Mayotte. Non. Mayotte, la France ne voulait pas de Mayotte. Et dans le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 15 juin 1975 par Olivier Stirn, il y avait un article 7 ou 8, ou même 2 articles, qui donnait la possibilité à tous les Mahorais de devenir français. En fait, la France voulait répéter ici ce qu'elle avait fait en Algérie. Donner à tous les Mahorais la nationalité française, les faire venir en France et laisser Mayotte au Comores. Les Mahorais ont refusé. Et c'est ce qui me fait dire, nous aimons la France et les Comoriens aiment la nationalité française. Parce qu'eux, ils ont pris la nationalité française et nous avons pris la France. Et donc, il y a des Comoriens à Koungou, à Déméni, dans les villes traditionnellement d'origine comorienne. Il y a eu des Comoriens qui étaient pour être françaises. Et cela, je disais tantôt qu'elles étaient victimes parce qu'on leur disait, puisque vous êtes Soroda, vous n'avez pas besoin d'aller faire une déclaration à la justice, parce qu'il fallait aller au tribunal faire une déclaration, de se maintenir dans la nationalité française. Et on leur a dit, puisque vous étiez des soldats, vous n'avez pas besoin de le faire. Ce sont tous les serrés la main, ils sont allés faire la déclaration qu'ils restaient français, et tous les Comoriens qui, eux, étaient pour être françaises, et donc pour la France, ne l'ont pas fait. Il a fallu attendre 2005 qu'à travers une loi, je puisse organiser leur sort en disant, puisqu'ils étaient là, qu'ils ont voté dessus, ils sont aussi français, et c'est moi qui ai organisé leur situation. Donc dire que les serrer la main étaient exclusivement des Comoriens, c'est faux, et que les Sorodas étaient exclusivement des Mahorais, c'est faux. Il y avait des Mahorais qui étaient des serrer la main. Et notamment, c'était une obligation pour les fonctionnaires. Un fonctionnaire ne pouvait pas être fonctionnaire s'il ne faisait pas allégeance au pouvoir comorien, notamment à Said Mohamed Cheikh, qui était l'un des présidents les plus virulents que les Comores ont connus en termes d'arrogance, de mépris à l'égard des autres. Et puis également Ahmed Abdallah, qui a quasiment emprisonné toutes les populations à Mayotte, il faut le savoir. Et voilà les réalités. D'accord. Alors, monsieur le député, je suis issue d'une famille MDM, profondément MDM. Donc, au moment où j'ai voulu m'engager pour faire la politique, donc c'était vraiment le mot d'ordre, tout sauf serre la main. Donc, c'était un peu ambigu dans ma tête, mais maintenant c'est plus clair. Mais le fait en fait de côtoyer des personnes, donc comme vous l'avez dit, RPR et tout, c'était tabou, c'était vraiment virulent à la maison de dire que non, tu côtoies un RPR, donc tu as ça à la main, c'est pas possible, on ne pourra pas te suivre, te soutenir dans ton combat maître française. Et donc en fait, aujourd'hui, je ressens comme dans mon entourage au début, des personnes qui disent qu'ils ne pardonneront pas, que ce soit les chatouilleuses ou des personnes qui sont considérées comme des sorodas, qui ont quand même torturé leurs parents, qui étaient aussi identifiés comme des serres à la main. Donc ma question aujourd'hui, c'est de dire que ma génération, ça veut dire qu'on n'est pas passé dessus. Quand vous avez dit au début qu'il n'y avait pas de rivalité, c'était d'actualité, je considère que c'est encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y en a qui disent que je ne pardonnerai pas les chatouilleuses, je ne pardonnerai pas aujourd'hui qui sont soldats, parce qu'ils n'ont pas en fait, accepté ni voulu que nos parents fassent le choix d'être serrés à la main. Donc pour moi, je considère que c'est une rivalité qui est encore d'actualité, mais comment faire pour faire accepter, comme vous l'avez dit, que tout le monde doit avoir sa place, tout le monde doit construire Mayotte, mais que certains ont gardé des rancunes, des tensions qui fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui encore à se parler parce
on m'identifie comme étant l'UNDEM, d'autres comme étant Salamana, on fait partie de l'Assemblée, et on doit travailler pour que les mérites avancent. Donc, vous, quel est aujourd'hui votre ressenti par rapport à aujourd'hui, parce que je veux dire, c'est un combat qui est fini. Je veux dire à ceux qui ont encore la colère, la haine, la rancœur, l'esprit de revanche, qu'on ne construit rien de grand pour un pays dans la revanche. Je crois que nous devons tous les uns les autres faire amende honorable. Nous nous sommes tous trompés, parce que ceux qui disent ça, je peux leur rappeler que les gens qui sont morts pour Maître Française, il y en a plusieurs. Je disais tantôt que j'étais un forcené de Maître Française, que j'ai hérité ce combat de mes parents, de mes ancêtres, et j'en suis fier, et je continue à le faire, avec toujours l'espoir que mes enfants, mes petits-enfants poursuivront le même combat, la même vision des choses. Mais ce qui m'a fait sortir du MPM, où j'ai quitté vraiment le MPM, c'est au lendemain de la victoire, quand les Sorodans ont gagné, c'est-à-dire quand nous avons gagné. Quand nous avons gagné, une fois la victoire acquise, il y a eu des revanches, justement. Les gens sont allés prendre des serrer la main, les ont attachés les mains, ils les ont amenés sur la place publique et ils les tapaient avec des fibres, avec des câbles électriques. Et à un moment, j'étais sur 3 mètres. Quelqu'un a reçu un câble, en plus, c'est quelqu'un que j'avais connu à l'école primaire avec moi. Il était plus âgé, mais qui était là, parce qu'il est serré la main. On l'a tapé et le sang a giclé, venu se tomber sur moi là. Ce jour-là, j'ai dit, je ne pourrai plus être MPM. Je suis Soroda, je suis pour Maître Française, mais je ne peux pas être là, cela. Et c'est pour cela que je disais tantôt, je ne vais pas citer des noms, mais j'ai tout fait pour que nos anciens serrés la main puissent trouver toute leur place dans la collectivité tout en étant Soroda. Ça, c'est une conviction. Parce que moi, je suis un convaincu de l'intérêt de construire ici l'RMJ, et j'ai appelé de mes voeux, et eu même des écrits pour dire il faut que nous nous pardonnions les uns les autres, parce que Mais je veux surtout dire à ceux-là, ceux qui se prennent des chatouilleuses, il faut qu'ils sachent que les Sorodans ont beaucoup perdu dans cette bataille. Il y a des morts. Il y a des gens qui étaient, des femmes enceintes qui ont été éventrées par des poignards, des serrés la main et autres, et qui n'ont jamais fait la prison. Il faut que nous gommions tout ça, que nous disions, nous repartons de plus belle. C'est pour cela que je disais tantôt, ceux qui ont milité pour Maître Française, ceux qui ont milité pour Maître Comorienne, ils ont tous raison. Mais la seule raison qui compte, c'est la raison de la démocratie, c'est-à-dire la majorité. La majorité a eu raison, parce que c'est dans une démocratie, c'est la majorité qui décide. La majorité a décidé. Il se trouve également que finalement, dans la pratique, cette majorité a raison. Parce que ceux qui étaient majoritaires chez eux et qui ont eu l'indépendance, fuient et viennent ici. Donc, allez, faisons le pardon, faisons la paix et construisons. Donc, on ne construira rien de grand en étant dans la haine, dans la revanche, et ainsi de suite. Tout le monde dans cette affaire, pour faire court, pour ne pas désigner les uns et les autres, tout le monde dans cette affaire a eu des douleurs. Tout le monde dans cette affaire a perdu. Tout le monde dans cette affaire a été violenté, ainsi de suite. Mais tout le monde doit pouvoir se retrouver pour construire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes français. Qui a été écarté? Quand on voit aujourd'hui, parmi nos responsables, il y a des anciens serrer la main, ainsi de suite. Même ceux qui n'étaient pas d'ici ou qui ne sont pas d'ici sont venus ici aussi pour trouver leur gagne-pain. Alors, de grâce, faisons la paix des gens entre nous. Mais l'actualité, en fait, ne vous donne pas raison, monsieur le député, parce que maintenant, dès qu'on fait un pas pour discuter d'une manière, comment dire, avoir un consensus avec nos voisins, tout de suite, on est taxé de serrer la main. Quand on essaie de faire une action qui ne conforte pas, en fait, les positions des dirigeants, enfin, des élus actuellement, on taxe qu'on n'est plus des Sorodas. Ce qui veut dire qu'en fait, cette tension, elle est déguisée, mais elle existe. À tout moment, dès qu'on fait quelque chose, on essaie quand même de rassembler. Qu'on le veuille ou non, on discute qu'il faut qu'on fasse de la diplomatie, il faut qu'on essaie quand même de trouver des solutions pour que ce pays soit en paix et qu'on puisse se développer sereinement. Avec nos voisins, c'est pour ça qu'on parle de diplomatie. C'est qu'il faut qu'on s'ouvre, qu'on soit plus cloisonné.
Mais pourquoi aujourd'hui, dès qu'on fait quelque chose, on n'est pas Soroda, on est serre la main, et etc. Donc Non. c'est l'actualité même. Non, c'est parce que le pouvoir politique est faible. Cela s'explique par le fait que le pouvoir politique est faible. Comment peut-on imaginer qu'une association, quel que soit ses talents, mais totalement engagée politiquement, qui fait de la politique matin, midi et soir, puisse convoquer des élus? Je vous convoque à une réunion. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et vous avez des élus qui se couchent pour y aller parce qu'ils pensent pouvoir être élus. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas les gens qui disent des choses. Le problème, c'est ce pouvoir politique qui est faible, qui a peur des gens. Qu'est-ce que ça fait de perdre une élection? Rien. J'en ai gagné beaucoup. Mais j'en ai perdu encore beaucoup. Et je suis resté moi-même. Je crois que ça devait vous inspirer les uns les autres. Ne pas céder à la panique un certain nombre de gens qui pensent avoir le pouvoir. Moi, je l'ai dit, comme l'avait dit, les gens n'avaient pas aimé, mais comme avait dit Tani, ceux qui considèrent que les élus ne servent à rien, ils ont sans doute raison, mais qu'ils aillent se présenter à une élection et qu'ils gagnent. Et alors? Quel est le problème? Mais se laisser construire une démocratie en disant que ce sont ceux qui sont incapables de se présenter à une élection, qui sont incapables de faire une voix, qui doivent dicter la conduite des élus, je crois que c'est une imposture. Alors moi, je vous engage, vous les élus, à y mettre un terme. À y mettre un terme. Et ce n'est pas du tout la question de serrer les machins. Personne, je vous le dis, et j'espère que ce sera bien entendu, personne ne peut aimer ce territoire que moi, que d'autres, que quiconque. Personne n'a l'amour exclusif de ce pays et le monopole du cœur pour ce pays. D'accord? Donc il ne faut pas vous laisser. Il faut dire aux gens, vous ne pouvez pas aimer plus ce pays que moi et vous ne représentez rien. Allez aux élections. Vous avez peur de perdre une élection? Et alors? Vous ne perdez pas le paradis. Hein? Voilà. Non, c'est important en fait que je puisse clarifier encore une fois Soroda, serrer la main, parce que ça fait partie de notre vie de politique. Tous les 4 matins, il faut se justifier. Toute action On n'a pas à fait... se justifier parce que tout ça a été dit récemment à l'Assemblée. Les serrer la main à Mayotte, ils ne sont plus. Parce que tous ceux qui, en tout cas quand je dis ils ne sont plus, il y a toujours des individualités. Mais aucun candidat ne s'est présenté ici sous l'étiquette de serrer la main, c'est-à-dire de vouloir l'unité de Mayotte comorienne, et qui a été élu à une élection. Donc ce débat est tranché. Le débat qui nous reste, quels sont les problèmes, quels sont les enjeux qui sont posés à nous, comment faire pour apporter des réponses à ces enjeux et permettre à Mayotte de progresser. Eh bien, là, on peut avoir des divergences. J'ai conscience que nous sommes un peuple jeune, avec des jeunes qui arrivent souvent, qui réclament des responsabilités sans forcément connaître d'où on vient et où on va, mais qui disent « c'est mon tour ». Je ne désespère pas qu'un jour viendra, il y aura de la stabilité et que les gens comprendront qu'il n'y a pas de tour à prendre, il n'y a pas de l'argent à prendre. D'ailleurs, on voit bien les difficultés que nous avons, notamment au plan de la justice, tout ça, mais qu'il y a du travail à faire pour servir. On ne demande pas à être élu pour se servir, on demande à être élu pour servir. À partir du moment où vous avez votre conscience avec vous, que ce que vous faites, c'est l'intérêt général, eh bien, il faut le faire. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'entends ce que vous avez dit, je l'ai entendu, hein, mais je ne veux pas verser dans les polémiques, mais je vais vous dire une chose. Je suis allé au Comores en 2002. Les gens n'étaient pas contents. Mais je suis allé au Comores, j'ai rencontré le président comorien. Je lui ai dit des choses qu'aucun Maoré ne l'avait pu lui dire avant. Ni Bamana, ni Marcel, ni quelqu'un d'autre. J'avais dit, Monsieur le Président, le 22 décembre 1974, vous avez glissé un bulletin dans l'urne pour dire que vous voulez être indépendant. Le même jour, j'ai glissé le même bulletin à Mayotte pour dire que je veux être français, je veux être colonisé. Vous avez eu votre indépendance. Je vous félicite. Je suis resté français. J'en suis fier. Vous pouvez ne pas me féliciter. J'en suis fier. La seule chose que je ne vous autorise pas, c'est de m'insulter. Je ne suis pas votre valet. Il y avait l'ambassadeur, parce qu'à l'époque j'étais député, et les députés, quand ils vont voir le président étranger, il se fait accompagner par l'ambassadeur, notre ambassadeur, l'ambassadeur de France était là, c'était M. Lajoni qui m'accompagnait.
Quand nous sommes sortis du bureau du président comorien, que nous sommes entrés dans sa voiture, il me dit, monsieur le député, c'est une excellente chose que vous soyez venu. Ce que vous avez dit au président des Comores, nous les fonctionnaires, on ne peut pas leur dire. Donc le fait d'aller discuter avec nos adversaires, vous ne combattrez jamais, jamais efficacement votre adversaire si vous ne le connaissez pas. Moi, je suis allé également dans la même foulée, j'étais allé en juin, où j'ai rencontré le directeur de l'hôpital d'Anjouan, à Hongo. Il m'a dit, monsieur le député, c'est Mayotte qui déstabilise le système de santé au Comores. J'étais étonné parce que nous, on savait bien faire en aidant les Comoriens, notamment les Anjouanais qui viennent et qu'on soigne. Il m'a dit, parce que vous autorisez tout le monde d'aller là-bas. Ici, la moindre céphalée, c'est-à-dire des maux de tête, les gens demandent à aller à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, on leur dit, mais à Mayotte, vous aurez ce que vous avez, votre pathologie, c'est juste une aspirine. Et que répondent les Anjouanais? Ils disent, mais l'aspirine, je vais aller à Mayotte parce que l'aspirine de Mayotte guérit mieux. Et il leur dit, mais Mayotte ne fabrique pas d'aspirine. L'aspirine de Mayotte, c'est l'aspirine que vous le trouvez et que vous le trouvez au marché. Sauf qu'à Anjouan, il doit l'acheter au marché. À Mayotte, on la lui sert gratuitement. C'est ça. Et il nous dit, vous nous déstabilisez. Je ne serais pas allé là-bas. Je n'aurais pas entendu ce discours. Je n'aurais pas compris. Et je ne me serais pas engagé en disant, non, ceux qui viennent à Mayotte doivent payer leur santé. Donc, on peut échanger, mais on peut ne pas être d'accord avec machin. J'ai vu là récemment, il y a 3 jours, il y a un bateau qui est parti d'Anjouan. Au large, les passeurs ont fait couler le bateau. Enfin, ces passeurs ont été interpellés et jetés en prison. Ça fait plus de 20 ans que j'appelle de mes voeux que les Comoriens se saisissent de cette question et qu'ils arrêtent ces criminels et les jettent en prison. Ça fait longtemps qu'on aurait réussi à canaliser le problème de l'immigration. J'espère qu'avec cet acte-là, l'arrestation de passeurs actuels conduira à d'autres arrestations et que désormais, tous les passeurs en juin sauront qu'on ne peut pas aller à Mayotte. Si on se fait prendre, on pourra aller en prison. Vous verrez que le problème sera réglé. Et tout ça ne peut se faire que lorsque on dialogue avec l'autre. On ne dialogue jamais avec soi-même. On dialogue avec les autres. Tout à fait. Donc, monsieur le député, il y a aussi des actions, moi, qui m'attristent un petit peu en tant qu'élu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à se passer de l'histoire. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on s'identifie à Zenab Dere, on s'identifie à Moussa Bamana. Mais je veux dire, il y a eu d'autres visages politiques qui ont fait Mayotte. Par exemple, vous et d'autres personnes. Pourquoi est-ce que nous, maintenant, la nouvelle génération, n'arrive pas en fait à aller de l'avant en se disant qu'il y a eu plusieurs actes? C'est pas comme à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il a aussi à contribuer à sauver la France. Pourtant, c'est pas tous les 4 matins qu'on dit, voilà, c'est Jeanne d'Arc, moi je suis Jeanne d'Arc. Donc, à votre avis, c'est quoi ce problème qui fait qu'on n'arrive pas à avancer? Chaque fois qu'on fait quelque chose, je suis Zenab Dere, je suis Moussa Bamana, alors quand même qu'il y a eu d'autres personnalités qui y ont contribué à faire évoluer Mayotte. Tout à l'heure, je vous ai dit, mais peut-être rapidement et peut-être de manière elliptique. Je vous ai dit que je considère moi aussi que j'ai donné ma part et que les gens ne le reconnaîtraient qu'une fois qu'ils seraient partis. Aujourd'hui, personne ne peut dire Mansour a fait des choses. Parce que si vous dites que Mansour a fait des choses, vous avez peur que Mansour prenne votre place. Et donc, vous ne pouvez pas le dire. Ce sont toujours des reconnaissances à titre posthume. Mais vous avez raison. Nous ne pouvons pas nous accrocher. Et comme je disais, Marcel paix à son âme, a quitté les responsabilités en 2004. Bamana a quitté les responsabilités en 2004. De 2004 à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ne serait-ce que la départementalisation. Ce n'est pas Bamana qui a fait la départementalisation. Ce n'est pas Marcel qui a fait la départementalisation. Ce sont les jeunes générations qui sont arrivées et qui ont fait la départementalisation. Ça nous coûte quoi de le reconnaître? Rien du tout. Rien du tout. Mais en même temps, nous avons besoin de notre histoire. Et d'écrire notre histoire. Parce que la notion même de nation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des choses passées en commun que nous avons en partage. D'avoir des choses du passé en partage. C'est d'être capable d'avoir des choses à construire ensemble. Ce que nous faisons là. Et peut-être
d'autres pages à écrire pour l'avenir. Et c'est ce que nous faisons également. Donc le fait de se référer du passé, très bien, mais en même temps, nous avons effectivement la responsabilité de pouvoir, très honnêtement, moi j'ai toute ma vie, j'ai combattu contre le MPM. J'ai été l'adversaire du MPM. Ça ne m'a pas empêché d'exister et d'être ce que je suis aujourd'hui. D'autres m'ont combattu. Ils auront leur existence également. Donc, moi, je considère qu'il n'y a rien de méchant que de reconnaître le rôle des uns et des autres et cette transmission, parce qu'en réalité, c'est une suite de transmissions. Moi, j'ai reçu de Bamana, j'ai fait, je transmets, il y en a d'autres qui reprennent, ainsi de suite, et on continue. Non, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, on reste bloqué. Parce que, C'est ça le parce, problème. C'est oui, pas qu'on peut vous êtes, reconnaître non mais l'histoire, vous c'est êtes, parce non qu'on mais reste bloqué vous êtes bloqué. sur Pourquoi? Vous êtes bloqué des pourquoi? personnalités. Parce que les gens, Bamana a fait 27 ans de vie de président du Conseil général. D'accord? Marcel a fait autant en tant que sénateur. Il n'y en a pas un parmi les jeunes qui arrivent derrière, qui sont arrivés derrière, à le faire. Le deuxième qui a eu une longévité ici, c'était Henri Jean-Baptiste. Le premier Maoré que vous mettez, avant même qu'il ne soit assis, vous voulez le débarquer. Et donc, il peut partir sans laisser d'histoire, sans laisser de souvenirs. Et donc, c'est très difficile. Donc, vous êtes obligé toujours de repartir par là-bas pour aller rechercher des accroches. Donc, et ça, j'ai déjà un peu répondu indirectement en vous disant que la difficulté que nous avons une population très jeune. Il y a à Mayotte quelque chose comme 100 000 électeurs. Quand vous avez tous les 5 ans un apport de quelque chose comme 10 000 électeurs, c'est-à-dire un dixième du corps électoral, c'est énorme. Parce que vous changez de corps électoral tous les 10 ans, sinon la moitié tous les 5 ans. Nécessairement, ça crée une instabilité politique. Il a mangé, il faut qu'il parte pour remettre un autre, ainsi de suite. Et du coup, ça appauvrit en réalité la vie politique locale, parce qu'à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Vous prenez un maire pendant 6 ans, alors qu'il n'a pas fait l'ENA comme les autres, parce qu'ailleurs, les maires, c'est des gens de Sciences Po, de l'ENA, qui ont fait les grandes écoles, tout ça, et qui connaissent à peu près comment ça fonctionne. Ici, on est élu parce qu'on est beau, parce qu'on sait parler, parce qu'on est le fils d'eux, parce que bon, ou la fille d'eux. Il arrive, il fait 6 ans, au moment où il commence à comprendre quelque chose, parce que c'est très compliqué la gestion d'une collectivité, la gestion d'une mairie, d'un département, c'est quelque chose de très compliqué. Au moment où il commence à comprendre quelque chose, on lui dit, vous avez mangé, c'est mon tour, va-t'en. Y compris à l'intérieur des mêmes formations politiques. Ce qui fait qu'en réalité, la grande difficulté et qui fait que nous ne pouvons pas avoir des accroches dans l'histoire, et que nous nous accrochons à l'histoire notamment de ceux qui ne sont plus là, c'est justement cet aspect. Je ne peux pas dire Souaïra a fait des choses, parce que ça voudra dire que je la soutienne aux prochaines élections. Donc, quoi qu'elle fasse, ce n'est pas bon. Il faut trouver un autre. C'est mon tour. Voilà comment les gens raisonnent. Alors, moi, je voudrais peut-être en conclusion à cet échange, d'abord pour vous dire un très grand merci, parce que c'était intéressant de revenir sur ce passé, c'est de dire qu'encore une fois, il faut que les uns et les autres comprennent ceci. Un, nous avons besoin vraiment de nous apaiser, de nous réconcilier. Deux, nous avons besoin de pérennité dans les missions, car nous avons des situations parfois très complexes, et il n'y a rien de mal que de reconnaître le travail fait par les autres. En reconnaissant le travail fait par les autres, on se reconnaît soi-même, et ça permet à nous-mêmes de grandir, parce que nous avons tous besoin de grandir. Moi, je n'ai pas de mal à reconnaître le travail qu'a fait Bamana, Marcel, Zoubert, ainsi de suite. J'ai toujours dit que de tous les députés, moi, qui m'ont précédé, celui qui m'a fasciné, je trouvais qu'il avait beaucoup travaillé, s'appelle Jean-François Horry. Or, Jean-François Horry a toujours été un adversaire, mais c'est la réalité. Je ne peux pas nier ce qu'il a fait, parce que j'ai eu le temps à l'Assemblée d'aller regarder tout le travail qui a été fait par ceux qui m'ont précédé sur le poste de député de Mayotte. Tout comme je le dis de manière très apaisée, c'est que j'ai fait comme député de 2002 à 2007, aucun autre député ne l'a fait.
Moi-même, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai plus jamais. De 2017 à 2024, ça fait 7 ans. Ce que j'ai fait en 5 ans est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus important, plus massif que ce que j'avais fait en 7 ans. Et que personne d'autre ne le fera. En disant cela, je ne m'insulte pas. Et pourtant, je considère que j'ai travaillé entre 2017 et 2024. Mais c'est des réalités. Alors, de grâce, il n'a rien fait. Je crois que c'est difficile d'avoir quelqu'un en responsabilité pendant un certain temps et dire il n'a rien fait. Non, il n'a peut-être pas accompli tout ce qu'on aurait aimé. Et d'ailleurs, si quelqu'un pouvait tout faire, tout serait fait avant nous. Donc, continuez, bonne chance, persévérez dans la direction qui est la vôtre pour faire en sorte que Mayotte continue à progresser. Merci, monsieur le député. En tout cas, j'étais très, très heureuse, encore une fois, de vous revoir. Après tout ce combat que tu fais, que j'aspire et que je soutiens énormément, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vos côtés. Et c'était aussi important pour moi de clarifier cet aspect de Soroda, serrer la main, qui nous, encore une fois, qui nous bloque, parce qu'on a envie d'avancer, mais à chaque fois, on est indexé, on est taxé par la population, par certains groupes, parce que les actions que nous considérons que c'est bon pour le développement de Mayotte, pour eux, ce n'est pas bon. C'est ça, plus ça prend un sens vers ce qu'ils appellent les serrer la main, les pro-comoriens, etc. Donc, il y a des exemples, juste je vais finir avec cet exemple-là. On a des élus de la République aujourd'hui qui sont élus, mais par peur, comme vous l'avez dit, peut-être par faiblesse, d'être taxés justement de serrer la main, ne veulent pas respecter l'ordre de la République. Alors qu'ils sont élus de manière démocratique, universelle, mais ils ne veulent pas accepter l'ordre de la République parce qu'ils ont peur que la population, les index ou les collectifs, disent que finalement, vous n'êtes pas un bon élu, comme nous avons voulu que vous soyez élu, comme nous avons voulu que vous nous serviez. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, c'est un peu compliqué, en fait, nous, jeunes élus, de se retrouver. C'est pour ça que je disais, c'est important, en fait, d'avoir ces personnalités, d'avoir cette base par séquence. Il y a eu la séquence d'intérêt, donc le mouvement chatouilleuse, puis après cette séquence-là, mais qu'on puisse comprendre et savoir justement où est-ce qu'on va, parce qu'on veut se développer. Mayotte française, alhamdoulilah, c'est acquis. Enfin, on l'espère que c'est acquis. Maintenant, c'est justement prouver, aller de l'avant, développer pour que d'autres générations puissent reprendre et aller de l'avant. Donc, c'est important pour moi, en fait, que ça soit très clair. Alors, un conseil, je vous demande de répéter autour de vous et à chaque occasion, le mandat impératif, tout mandat impératif en République est nul. Les collectifs, machin, ils peuvent proposer, mais l'élu est libre. En République, tout mandat impératif est nul, article 2 de la Constitution. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup.